Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux limites de fonctions, plus exactement d'une fonction de la variable réelle et qui arrive dans R, valeur dans R. On connaît déjà le chapitre sur les limites de suite, donc il y a un certain nombre de choses qu'on connaît, notamment la notion de voisinage, mais je vais la rappeler ici. Dans ce chapitre, il n'y a pas besoin de connaissance de topologie ni de filtre. C'est le filtre qui serait le mieux adapté pour parler de limites. F est une fonction définie sur une partie D non vide de R. D est une réunion d'intervalles de R. Et F est une fonction de D dans R. Le problème de la limite en A se pose toujours sur une borne, sur une des bornes de ces intervalles, y compris pour plus ou moins l'infini. Pour étudier la limite en A, confortablement, on suppose toujours les hypothèses HA requises. Si A appartient à R, il existe epsilon positif tel que cet intervalle soit inclus dans D ou celui-là inclus dans D. Si A est égal à plus l'infini, il faut qu'il y ait un intervalle comme ça inclus dans D. Et si A égale moins l'infini, un intervalle comme ça inclus dans D. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de voisinage. Pour tout A appartenant à R, V de A et l'ensemble de ces intervalles-là, avec epsilon réel positif. Pour A plus l'infini, pareil. Et ici, pour A égale moins l'infini, pareil. Alors là, j'ai mis A positif, ici j'ai mis A négatif. En réalité, on pourrait mettre A appartenant à R dans les deux cas. Ça ne serait pas restrictif. Tous ces intervalles sont des voisinages de A, mais ce n'est pas les seuls. Ça, il faudrait faire de la topo. Propriété, si A appartient à R bar et que V et W appartiennent à V de A, alors V inter A, W appartient à V de A. Et séparation, si A et B appartiennent à R bar et sont différents, il existe V appartenant à V de A, W appartenant à V de B, tel que V inter W est égal à V. Démonstration, bon, c'est très facile, si A appartient à R, on prend ça et ça, et puis on a ça avec l'inf. Si A égale plus l'infini, on a V de cette forme-là, W de cette forme-là, ben on prend V, à ce moment-là, V inter W est égal à ça, avec C qui est égal au sup. Et si A égale moins l'infini, bah c'est pareil, on prend C égale inf de A et B. Petit 2, si A est différent de B, donc, alors, premier cas, ils sont tous les deux dans R. Donc les deux intervalles sont comme ça, il faut avoir A plus epsilon. Alors j'ai supposé A inférieur à B. A plus epsilon inférieur à B, moins epsilon, ça suppose que epsilon soit inférieur à B moins 1 sur 2, bah, je prends epsilon égale B moins 1 sur 3. Si A égale plus infini, B égale... Non, si A appartient à R, B égale plus l'infini, je prends ça, et puis là je prends ça, ça c'est pour être sûr d'être supérieur à 0, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de prendre un positif. Mais bon, là c'est pour être tranquille. D'accord? Si A appartient à R et B égale moins l'infini, bah, c'est pareil, hein, pour être tranquille, pour que ça soit inférieur à 0. Et puis si A égale moins l'infini, B égale plus l'infini, je prends ces deux-là. Soit F vérifiant HA, alors quel que soit V appartenant à V de A, on en aura besoin dans les démonstrations. Il existe un intervalle ouvert non vide I, dont une borne est A, telle que I est inclus dans V inter D moins. Démonstration, si A appartient à R, ben V est de cette forme-là, mais les conditions HA me disent que j'ai ça ou ça. Dans le premier cas, ben je vais prendre I égale A moins U, A avec U égale inf de epsilon nu, d'accord? Et puis dans le deuxième cas, je vais prendre I égale A plus U, où U est égal à inf de epsilon nu, pareil, voilà. Si A est égal à plus l'infini, V de cette forme-là, mais HA me dit qu'il y a un intervalle comme ça inclus dans D, bah à ce moment-là, je prends I égale B plus l'infini, où B est le sup de A' positif, et si A égale moins l'infini, bah, le voisinage est de cette forme-là, mais HA me dit qu'il y a un voisinage comme ça, et donc je prends I égale moins l'infini B, où B est égal à inf de AA'. Définition, F de D vers R, A appartenant à R bar, vérifions les conditions HA, F admet une limite grand L appartenant à R bar, si quel que soit W appartenant à V de L, il existe V appartenant à V de A, tel que F de V inter D moins A est inclus dans W. Ce qui veut dire que, ce qui est équivalent à dire qu'à chaque fois que X appartient à V inter D moins A, F de X appartient à W. Voilà. En fait, ce qu'on veut, hein, c'est un peu comme pour les limites de suite,
on veut, alors pour les limites de suite, c'était à partir d'un certain rang, il faut que un soit dans un intervalle. Là, ce qu'on veut, c'est que f de x soit dans cet intervalle. D'accord? Il faut donc trouver un voisinage de A, un intervalle qui entoure A, pour qu'à chaque fois que x soit dans cet intervalle, on soit sûr d'avoir ça. D'accord? Cette définition a un sens parce qu'il existe un intervalle ouvert I non vide de borne A inclus dans V inter des mois. Si f a une limite en A, c'est la seule, on écrira donc comme ça. La démonstration est très facile parce qu'il y a la séparation et on exprime la limite en L, la limite égale à L, la limite égale à L', et on prend V0 égale V inter V' qui appartient à V de A. Il est inclus dans V et dans V', donc on va avoir cette inclusion. Et ça fait vide. Mais il existe un intervalle ouvert non vide de borne A qui est inclus là-dedans. Et donc ça c'est non vide. Et donc f de ça c'est non vide. Donc il y a une contradiction. Remarque, on a ces équivalences-là. Pour A appartient à R et epsilon positif, c'est évident. Pour A positif, on a ça. Bon, même si A n'était pas positif d'ailleurs. Hein. Voilà. Et là je traduis ça ici. D'accord ? Donc, suivant que A est réel ou pas, que L est réel ou pas, alors, les voisinages de A, si A est réel, bah, ça va être des A moins epsilon, A plus epsilon. Donc, dire X appartient à V inter D moins A, ça équivaudra à dire X appartient à D moins A et valeur absolue de X moins A inférieure à epsilon. Alors, si L appartient à R, ce qu'on veut, c'est avoir f de x appartient à W. Et donc, ce W, c'est évidemment un A, c'est un L moins epsilon, L plus epsilon. Tout à l'heure, c'était nul, je voulais dire. Donc, on veut avoir ça. Voilà. Si A appartient à R et L égale plus infini, ce qu'on veut avoir, c'est f de x appartient à un intervalle A plus infini. Donc, on veut avoir ça. Pour x, ça ne change rien. Et si L est également l'infini, ce qu'on veut, c'est avoir ça. D'accord ? Si A est égal à plus l'infini, eh bien, si A égale plus l'infini, ce qu'on voudra, c'est trouver un voisinage de A. Il va être de la forme A plus l'infini inter D moins A. Donc, ce qu'on voudra, c'est avoir X appartient à D moins A et X supérieur à A. Donc, pour avoir L appartient à R, ben, il faut avoir ça. D'accord ? L plus égale plus l'infini, ça. L également à l'infini, ça. Et puis idem dans les trois derniers cas. Remarque que comme on l'avait fait avec les suites numériques, on peut procéder à quelques aménagements dans toutes les propositions qu'on a écrites précédemment. Par exemple, quand c'est écrit inférieur à epsilon, on peut remplacer par inférieur ou égal à epsilon, c'est équivalent. Nu, quand c'est mis, il existe nu positif, on peut rajouter nu inférieur à nu0, avec un nu0 positif. Quand c'est écrit A positif, on peut le remplacer par A supérieur ou égal à 0, ou bien par A appartenant à R, je parle là pour plus l'infini ou moins l'infini, ou A positif et A supérieur à 0, A0 étant positif. C'est-à-dire on peut rajouter comme ici une condition, ou A supérieur ou égal à 0. Et on peut dire X supérieur à A. Au lieu de, on peut remplacer x supérieur à A par x supérieur ou égal à A. Et en moins l'infini, A inférieur à 0 par A inférieur ou égal à 0 ou A appartenant à R. Ou A inférieur à 0 et A inférieur à 0 avec un 0 négatif. Ou A inférieur ou égal à 0. X inférieur à A par X inférieur ou égal à A. Je ne vais pas tous les écrire. Démonstration, bah, je vais juste prendre un exemple. Sinon, vous vous reportez aux suites numériques. Soit nu 0. Alors, on va démontrer que ça équivaut à dire ça. Alors, quelle est la différence là-dedans? C'est que là, j'ai mis une condition par rapport à la définition. Je rajoute nu inférieur à nu 0. Puis là, j'ai mis f de x supérieur ou égal à 1 au lieu de x supérieur à 1. Alors, donc, supposons qu'il y ait la limite. S'il y a la limite, j'ai le droit de dire qu'il existe nu positif, tel que ça et ça implique f de x supérieur ou égal à un module de 1 plus 1. J'ai le droit de le dire, ça. Bon, ben à ce moment-là, si je prends valeur absolue de x moins 1 inférieure
au plus petit de nu et de nu 0 sur 2. Donc ça va être positif et inférieur à nu 0. Comme ça, j'aurai ça. Et là, comme j'ai pris supérieur ou égal à a plus 1, j'aurai supérieur ou égal à a. Réciproquement maintenant, si je prends a positif, il existe nu et avec la condition nu inférieur à 1, et ça implique ça. Bon, à ce moment-là, j'ai bien f de x qui est supérieur à, tout est bon. Alors, limite à droite d'une fonction. Donc on a une fonction f, on suppose qu'il existe un intervalle à droite de a qui soit dans le domaine de définition. Autrement dit qu'il existe ça. On sait qu'alors, quel que soit v appartenant à v de a, il existe k tel que ça est inclus dans v inter a plus h, qui est inclus dans v inter d inter a plus l'infini. Bon, il suffit de faire un petit dessin pour bien comprendre ce qui se passe, mais on l'a déjà justifié. On dit que f a une limite à droite, grand L en a, si la restriction fd de f à cet intervalle-là, enfin cet ensemble-là, admet une limite en a. Ce qui équivaut à dire que quel que soit w appartenant à v de L, il existe v appartenant à v de a, tel que f de v inter d inter a plus l'infini est inclus dans w. Ça, c'est la traduction de ça, il n'y a rien à démontrer. Ce qu'on va démontrer, c'est que c'est équivalent à dire que quel que soit w appartenant à v de L, il existe nu positif tel que ça est inclus dans d et que si x appartient à ça, alors f de x appartient à w. Démonstration, supposons qu'on ait ça. Donc v est de la forme a moins u, a plus u. On prend nu égale 1 de hv, le h c'est celui-là. A plus nu est inclus dans v inter d inter a plus l'infini, donc il est inclus dans d. Et f de a plus nu est inclus dans w, ce qui prouve qu'on a bien ça. Inversement, si u est égal à 1, alors on suppose ça. On prend u égale 1 de nu h. Et on considère cet intervalle, v inter d inter a plus l'infini, ça fait ça, qui est inclus dans ça, qui est inclus dans d. Donc f de ça, c'est inclus dans ça, qui est inclus dans w. Et donc c'est gagné. Voilà. Unicité de la limite de f de d en a, donc unicité de la limite à droite. Alors elle est notée comme ça. Voilà. F de d vers R. L appartenant à R bar, A appartenant à R. Il existe H. Ça, c'est toujours quand A appartient à R. Hein. On est d'accord. Hein. Il existe H positif tel que ça. Et on rajoute ça. Elle est bien définie à droite. Mais à gauche de A, il y a un petit intervalle sur lequel il n'y a rien de commun avec D. D'accord? Alors, dire que L a une limite en A, ça équivaut à dire qu'elle a une limite à droite. D'accord? Ça, c'est pas toujours vrai. C'est vrai quand f n'est pas défini à gauche de A, sur un petit intervalle. Démonstration. La démonstration suppose qu'on a la limite. Donc, on a un intervalle comme ça, et tel que ça. À ce moment-là, f de A plus U est inclus dans W. Alors, ça, f de A1 plus U, c'est-à-dire qu'on sait que ça contient un intervalle comme ça. Donc, f de ça va être inclus dans W. Donc, ça y est, on a la limite à droite. Réciproquement, si on a la limite à droite, on a ça. On prend alors U égale 1 de nu. Alors, le nu, c'est celui-là, le H, c'est celui-là qu'on a dans les hypothèses, et puis le K, c'est celui-là. Et à ce moment-là, on considère ça. Celui-là moins A, il est égal à ça, union ça. D'accord? Celui-là, inter D, est égal à vide, parce qu'il est inclus dans A moins KA. Et puis celui-là, il est inclus là-dedans, et donc inclus dans D. Donc V inter D moins A, c'est exactement ça. Et à ce moment-là, F de V inter D moins A, eh bien, il est inclus dans F, il est égal d'ailleurs, on peut dire, à F de A plus U, d'accord? Et donc il est inclus dans F de A plus nu, qui est inclus dans W, donc la limite est égale à L. Donc à retenir, si H donc s'il y a un intervalle à droite de H, inclus dans D, alors dire que la limite de F, que F a une limite à droite grand L
en A, ça équivaut à dire que quel que soit W appartenant à V de L, il existe nu positif, tel que l'on est ça, et que si X appartient à A plus nu, alors F de X appartient à W. Pour la limite à gauche, c'est pareil, on suppose ça, on sait qu'alors il existe K tel que ça, on dit que F a une limite à gauche si la restriction FG de F à cet intervalle, enfin interdit, admet une limite en A, ce qui équivaut à dire que quel que soit W appartenant à V de L, il existe V appartenant à V de A tel que F de V interdit inter moins l'infini A est inclus dans W. Ce qui équivaut à dire que quel que soit W appartenant à V de L, il existe nu positif tel que on est ça, et que si X appartient à ça, alors F de X appartient à W. C'est la même démonstration que faite précédemment à droite. Unicité de la limite à gauche, quand elle existe, eh bien, elle est notée comme ça. Si F vérifie ça et ça, alors limite à F, limite de F est égale à, en A est égale à L, ça équivaut à limite à gauche est égale à L. Là aussi, même démonstration. F maintenant, de D vers R, L appartenant à R bar, il existe H tel que ça est inclus dans D. Alors, F a une limite à A, si et seulement si F a une limite à gauche et à droite, et que ces deux-là sont égales. Et alors, la limite de F en A, c'est justement, elle est égale à F de A plus et F de A moins. Démonstration, supposons qu'elle ait une limite en A. On a ça. On choisit nu, le petit que H, et alors V interdit moins A va être égal à ça, et on aura ça et ça. Donc L est limite à gauche et à droite en A. Réciproquement, il existe, quel que soit W appartenant à V de L, il existe nu positif tel que ça et ça c'est la limite à droite. Il existe nu prime positif tel que ça et ça, c'est la limite à gauche. On prend U égale le petit de nu et nu prime, on a donc ça, et V interdit moins A va être égal à ça, et F de V interdit moins A va être égal à F de A moins UA, union F de A plus U, les deux sont inclus dans W, donc c'est inclus dans W, donc la limite de F en A est égale à L. Exemple avec la partie entière, qui est X associe l'unique entier relatif N, tel que N est inférieur ou égal à X, inférieur à N plus 1, j'ai fait le dessin ici. Quel que soit N, la limite à droite, alors c'est pas appartenant à N, c'est appartenant à Z, la limite à droite, mais c'est vrai aussi pour N, est égale à N, la limite à gauche est égale à N-1, à droite on prend W, il est forcément de cette forme-là, et on va prendre V égale ça. Donc F de V va être égal à ça. Ils sont tous égaux à N. Donc c'est égal à ça qui est inclus dans W. Donc F de N plus est égal à N. Et puis à gauche, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on prend un voisinage à gauche de N-1. Pas un voisinage à gauche, un voisinage de N-1. Et là, V, on va prendre N-1,5 N. Alors là, tous ceux qui sont là-dedans, ils ont pour image N-1. Donc ça fait ça, qui est inclus dans W. Donc F de N-1 est égal à N-1, tout le résultat. Limite par valeur supérieure ou inférieure, j'ai donc ça, avec les conditions HA. On dit que limite de F en A est égale à L+, s'il existe V0 appartenant à V de A, tel que pour X appartenant à V0 interdit moins A, F de X est supérieur ou égal à L. Et on dit que c'est L moins si on a ça. Alors dire ça, c'est équivalent à dire ça c'est équivalent à dire ça. Alors on va démontrer le 1, c'est-à-dire on va démontrer que dire ça, c'est équivalent à dire, alors quand je dis dire ça, c'est avec cette condition bien sûr. Ça équivaut à dire que l'on a, quel que soit epsilon positif, il existe V appartenant à V de A, tel que X appartient à V interdit moins A, implique ça. Alors démontrons-le. Je suppose que j'ai ça, c'est-à-dire ça et ça. Donc j'ai ça, d'accord, et je prends, et puis j'ai ça sur V0.
Et donc je prends V' égale V inter V0 qui appartient bien à V1 à V de A. Et donc je vais avoir ça, et puis ça à la fois. Et donc je vais avoir ça sur cet intervalle. Voilà. Et réciproquement. Si je suppose ça, il faut que je démontre ça et ça. Que ce soit epsilon positif, il existerait tel qu'on a ça. Eh bien, ça veut dire que f de x déjà est supérieur ou égal à L sur ça. Et je vais avoir ça, d'accord, sur V inter D moins A. Sur, alors ici c'est pas sur V moins A, D moins A. D'accord. Donc, je vais avoir aussi limite de f en A qui est égale à L. Donc, la limite de f en A est égale à L+. Le 2, c'est identique. Remarque, mêmes hypothèses, limite de f en A égale L+, ça équivaut à dire que pour tout de suite xn de d-a, tel que vérifiant limite de xn égale A, on a limite de f de xn égale L+. Et puis, on a la même chose avec L-. Je le démontre juste le petit a. On sait déjà que, alors donc il faut démontrer ça implique ça. Donc limite de f en A est égale à ça veut dire qu'en plus la limite est égale à L. Hein, d'accord. On sait donc déjà que la limite, que si je prends une suite xn comme ça, on sait que la limite de f de xn va être égale à L. De plus, il existe un voisinage tel que l'on est ça. Donc comme la limite de xn est égale à A, il existe un rang à partir duquel on aura tous les xn dans V. Donc on aura f de xn supérieur ou égal à L. Donc la limite de f de xn, alors on avait démontré qu'elle était égale à L, puis en plus les f de xn sont supérieurs ou égaux à L, donc c'est L+. Réciproquement, on sait, alors pour tout de suite les xn tels que ça, on a ça. Donc on a limite de f de xn égale à L. Donc on sait déjà que la limite de f en A est égale à L. Supposons qu'elle soit différente de L+. Alors si A appartenant à R, on prend ce voisinage-là de A. Si A égale moins l'infini, on prend celui-là. Sinon, A plus l'infini, on prend celui-là. De toute façon, il existe toujours, puisque c'est différent de L+, il existe toujours un élément là-dedans, donc je l'appelle xn, tel que f de xn est inférieur à L. Bon, xn c'est une suite, et une suite qui appartient à ça. Chaque xn appartient à ça. Donc il est clair que la limite de xn est égale à A. Donc la limite de f de xn doit être égale à L+. Ça veut dire qu'il existe un rang à partir duquel les f de xn vont être tous supérieurs ou égaux à L, alors qu'en fait les f de xn sont toujours inférieurs à L. Il y a donc une contradiction. Donc on a mal supposé, on avait supposé que limite de f en A était différente de L+. Eh bien, limite de f en A est égale à L+. On fait le lien entre les limites de fonction, limites de suite. On a f, eh bien, limite de f en A est égale à L, si et seulement si, pour tout de suite a n de d-1, tel que limite de a n est égale à A, alors limite de f de a n est égale à L. Dans ce sens-là, on suppose que limite de f est égale à L. Donc on a ça. Eh bien, si on prend limite de a n est égale à A à partir d'un certain rang, les AN sont dans V inter D-A, donc f de n appartient à W, donc limite de f de n est égale à L. Supposons que, l'inverse maintenant, que f n'a pas de limite en A. Donc il existe, on prend le contraire de ce qu'on a dit là, il existe W, tel que quel que soit epsilon, il existe un x appartenant à ça, dont l'image n'est pas dans W. On prend epsilon égale 1 sur n, n appartenant à n étoile, donc il existe xn appartenant à ça, inter d-a, tel que f de xn n'appartient pas à w. xn-a est inférieur à 1 sur n, donc tend vers 0, donc limite de xn est égale à A. Donc, puisque limite de xn est égale à A, la limite de f de n de xn est égale à L. D'accord? Oui, je vais bien appeler xn. W appartient à VL. Donc il existe un rang à partir duquel les f de xn vont appartenir à W. Alors que là, ils y sont pour une contradiction. Donc limite de f en A est égale à L. Composition. Alors, attention aux hypothèses là. F va de D vers R. A appartient R vers L aussi. HA est vérifié. Hypothèse A, vous savez,
il existe un petit intervalle autour de A, enfin à gauche ou à droite, qui est dans D. HB est vérifié. D appartenant à R bar. On suppose qu'il existe un voisinage de A, V0 appartenant à V de A, tel que si X appartient à V0 et à D-A, alors f de X est différent de B. On suppose que limite de f en A est égale à B et que limite de G en B est égale à L. Alors limite de G en F en A est égale à L. On est obligé de prendre cette hypothèse pour pas que les f de X soient tous égaux à B et qu'on puisse ensuite prendre la limite en B. Soit W appartenant à V de L. Il existe V' appartenant à V de B, tel que G de V' inter F de D, moins B est inclus dans W. Ça, c'est parce que la limite de G en B est égale à L. Bon. Ok. Alors, V' appartient à V de B. Donc, comme V' appartient à V de B, maintenant que j'exprime la limite en A, il existe V appartenant à V de A, tel que f de V inter D moins A est inclus dans V'. D'accord? C'est inclus dans V'. V0 inter V appartient à V de A, ça on le sait. V0 inter V inter D moins A, on l'a démontré aussi, contient un intervalle, il n'est pas vide. Et X appartient à V0 inter V inter D moins A, que je vais finalement appeler E parce que j'arrête pas de l'utiliser, ce truc-là, implique que f de X est différent de B. C'est différent de B parce que X appartient à V0 inter D moins A. V0 inter D moins A. Voilà, c'est ça. Donc si j'appelle E ce truc-là, il est inclus dans V inter D moins A, donc f de E est inclus dans V', ça c'est ce qu'on a démontré ici. Maintenant, E est inclus dans V0 moins A, donc X appartient à E implique f de X différent de B. Donc f de E est inclus dans V' moins B. Bon, il est inclus aussi évidemment puisque c'est une image dans f de D. Donc il est inclus dans tout ça. Donc G rond f de E est inclus dans G de tout ça. D'accord? Qui est inclus dans W. Eh bien, G rond f de V0 inter V inter D moins A est inclus dans W. Ça nous donne bien que la limite de G rond f en A est égale à L. Opération sur les limites. Alors, c'est un travail qu'on a déjà fait avec les suites et donc on va s'appuyer sur les suites. Même résultat que pour les suites, on a deux fonctions fg définies sur D avec ça, vérifiant HA. Et limite de f en A égale f, L, limite de G en A est égale à L'. Addition. Si on prend une suite AN de D moins A telle que limite de AN est égale à A, la limite de f en A est égale à L, donc la limite de f de AN est égale à L. Et de même, la limite de G de AN est égale à L'. Supposons que L appartienne à R. Si L' appartient à R, on sait que limite de f de AN plus G de AN est égale à L plus L'. Donc la limite de f plus G de AN est égale à L plus L', donc la limite de f plus G est égale à L plus L'. Et bien ensuite c'est pareil, si L', on a toujours ça. Si on a ça, la limite de f plus G de AN est égale à plus l'infini, donc la limite de f plus G aussi. Et pareil pour moins l'infini. Si L est égale à plus l'infini et L' égale plus l'infini, la limite de f plus g de AN va être plus l'infini, et donc la limite de f plus g aussi. Pareil en moins l'infini, démonstration analogue pour le produit. Fonction inverse 1 sur f. Si L appartient à R étoile, on prend epsilon égale valeur absolue de L sur 2, et W0 est égal à ça, de façon à ne pas avoir 0 dans cet intervalle. Il existe un voisinage de A tel que on est ça. D'accord? Parce que la limite est égale à L. Donc, si x appartient à V0, L de x est différent de 0. Si on prend une suite à n qui converge vers L à partir d'un certain rang, les AN sont dans V0, et donc f de AN est différent de 0. La limite de 1 sur f de AN, ben, ça va être 1 sur L.
Donc la limite de 1 sur f est égale à 1 sur L. Si L égale plus infini, il y a un voisinage mais 0 de A tel que l'on est ça. Donc pour x appartenant à ça, f de x positif, à n appartenant à ça. Limite de AN est égale à L. Donc à partir d'un certain rang, les AN sont dans V0, on est tranquille, AN est positif. Limite de f de AN est égale à plus l'infini. Pourquoi est-ce que je fais ça là? C'est parce qu'on prend l'inverse. Donc je veux être sûr de ne pas avoir des 1 sur 0. Limite de f de AN est égale à plus l'infini. Donc limite de 1 sur f de AN est égale à 0 plus. Donc limite de 1 sur f est égale à 0 avec des f de x qui sont positifs dans V0 inter d moins a. Donc la limite de 1 sur f est égale à 0 plus. Si L est égale à 0 plus, la limite de f en a est égale à 0. Les f de x sont positifs sur un voisinage comme ça. Il existe n0 tel que n supérieur ou égal à n0 implique que an soit là-dedans. Donc f de an est positif. La limite de f de an va être un 0 plus du coup. Et donc la limite de 1 sur f de an va être plus l'infini. Donc la limite de 1 sur f aussi. Et de même si f est égal à 0 moins, limite de f en a est égale à 0 et f de x négatif sur un voisinage comme ça, la même démonstration conduit à prouver que limite de 1 sur f en a est égale à moins l'infini. On continue avec les opérations sur les limites. Suite à nos démonstrations, on peut établir ces deux tableaux-là. Ils concernent la limite de la somme, de l'inverse et puis du produit. Donc pour la somme, voilà, je vous laisse regarder, hein, c'est comme pour les suites, on connaît. Il y a un cas de détermination, c'est quand f tend vers plus l'infini et que g tend vers moins l'infini et inversement. Deux cas d'indétermination. Pour l'inverse, donc 1 sur L, plus l'infini, moins l'infini, 0 plus, moins 0 moins. Et le produit, c'est pareil. Hein. Alors attention quand même, il faudra revoir les propriétés qui ont été démontrées avec les suites, je ne les refais pas. Hein. Mais quand on multiplie ici, plus l'infini fois L', j'ai envie de dire, si L' est positif, on trouve l'infini, sinon on trouve moins l'infini. D'accord? Ici avec moins l'infini, plus l'infini si L' est négatif, et moins l'infini si L' est positif. L appartenant à R, on multiplie par plus l'infini, si L est positif ça fait ça, si L est négatif ça fait ça. Plus l'infini fois plus l'infini, moins l'infini fois plus l'infini, moins l'infini par moins l'infini ça fait plus l'infini, ça fait moins l'infini, et là, si elle est négative fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Si elle est positive, ça fait moins l'infini. La limite de f sur g, on ne fait pas de tableau, elle s'obtient en observant que f sur g est égal à f fois 1 sur g. Théorème, on a f donc de UA. Alors UA, U appartient à R, où U est égal à moins l'infini. A appartient à R, où A est égal à plus l'infini. D'accord? On va dans R, elle est croissante. Si f est majorée, alors elle a une limite réelle en A. Si f est non majorée, alors limite de f en A est égale à plus l'infini. Démonstration d'abord du 2, parce que c'est plus facile. Du 2. Quel que soit m, puisqu'elle n'est pas majorée, il existe A appartenant à UA, tel que f de A est supérieur à m. F est croissante, donc si x est supérieur à A, f de x va être supérieur ou égal à f de A, donc supérieur à m. Donc ça veut dire que pour x supérieur à A, on a f de x supérieur à m, ça y est, la limite est égale à plus l'infini, puisque ça a été quel que soit m positif. Si f, supposons, donc on démontre le 1, f est majoré. Donc f de x est inférieur ou égal à m, quel que soit x appartenant à UA. Soit E est égal à f de UA, c'est-à-dire l'ensemble des f de x que x appartenant à UA. Donc non vide majoré par m, on applique le théorème de la borne supérieure. Donc il y a une borne supérieure alpha. Ça veut dire quoi? F de x est inférieur ou égal à alpha, quel que soit x appartenant à UA, et quel que soit, attention, hein, il est réel ce alpha, hein, et quel que soit epsilon positif, il existe un x appartenant à UA tel que f de x soit alors supérieur à alpha moins epsilon et inférieur ou égal à alpha. Donc, alpha c'est sub 2.
Alors je prends epsilon positif. Donc j'applique ça, il existe x0 appartenant à UA, tel que l'on met ça, f est croissant. Donc si je prends x supérieur ou égal à x0, ça me fait que f de x0 est inférieur ou égal à f de x. F de x, lui, de toute façon, il est tout le temps inférieur ou égal à alpha. Si A appartient à R, ben je prends nu égale A moins x0, qui est strictement positif, et je considère cet intervalle inter-UA, c'est-à-dire en fait ça. Eh bien, à ce moment-là, si x appartient à cet intervalle, donc ça c'est x0 en fait, donc je vais avoir ça. Hein. Donc f de x va appartenir à f de x0 alpha, donc aussi f de x0 alpha plus epsilon, d'accord? Et comme le f de x0 et ça, je peux dire, parce que mon f de x0, il est plus grand que alpha moins epsilon. Donc, je peux dire que je suis dedans. D'accord? Donc, voilà. À chaque fois que je prends un epsilon positif, j'ai été capable de trouver nu, tel que si x appartient à nu, enfin, à cet intervalle-là, eh bien, f de x appartient à celui-là. Ça veut exactement dire que la limite de f en A est égale à alpha. Et si A est égal à plus l'infini, x, je prends x appartenant à x0 plus 1, je suis sûr d'avoir f de x qui appartiendra, parce que du coup f de x est supérieur ou égal à f de x0, donc je suis sûr qu'il va appartenir à ça. Ça je pouvais mettre fermé, hein, c'est pas grave, on s'en fout de toute façon. Mais parce que celui-là, je le mets dans cet intervalle-là, comme j'ai fait avant, il n'y a aucun changement en fait. Hein. C'est le même cas quasiment. Et donc, j'en déduis que dès qu'on a ça, eh bien, on a f de x qui appartient à ça. Et donc, la limite de f en plus l'infini, c'est égal à alpha. Théorème, f, cette fonction-là, avec ces conditions-là, décroissante, si f est minorée, alors elle a une limite réelle en A. Si f n'est pas minorée, sa limite est moins l'infini. Démonstration, on prend g égale moins f, hein, qui est évidemment croissante, parce que si on a ça, comme f est décroissante, on a ça, et donc ça. F est minoré, donc il existe m tel que f de x est supérieur ou égal à m, quel que soit x. Donc quand je prends l'opposé, g de x va être inférieur ou égal à moins m, quel que soit x, donc g est majoré. Donc sa limite en A, et elle a une limite réelle en A, d'après ce que j'ai vu avant. Donc, et que je l'appelle grand L. Et donc la limite de moins g va être moins L, grâce à étoile que j'ai oublié tout à l'heure. Donc la limite de f en A est égale à moins L, et bien réelle. Et si f n'est pas une minorée, alors quel que soit m appartenant à R, il existe x tel que f de x est inférieur ou égal à moins m. Donc g de x sera supérieur ou égal à m. Donc g n'est pas majoré. Donc limite de g est égale à plus l'infini. Donc limite de moins g est égale à moins l'infini, grâce encore à étoile. Donc limite de f est égale à moins l'infini. Alors que dit le étoile? On a lambda appartenant à R, f une fonction qui vérifie toutes les conditions habituelles. Donc f a pour limite grand L appartenant à R, plus l'infini ou moins l'infini. Lambda f va avoir comme limite lambda L ici. Plus l'infini si lambda est positif, strictement positif, moins l'infini si lambda est strictement négatif, hein, quand L est égal à plus l'infini. Quand L est égal à moins l'infini, eh bien c'est le contraire. Le cas indéterminé, c'est lambda égale 0 et puis L égale plus ou moins l'infini. Changement de variable dans le calcul d'une limite, on a f défini sur un intervalle i de R à valeur dans R, A appartient à R bar, et vérifions les hypothèses HA permettant de calculer la limite de f en A. Les hypothèses, c'est de dire que si A appartient à R, on a un intervalle comme ça qui est inclus dans I, ou un intervalle comme ça, et si A égale plus l'infini, on a un intervalle comme ça, et sinon un intervalle comme ça. Soit eu un homéomorphisme d'un intervalle J de R vers R, c'est-à-dire une bijection continue, tel que U-1 est continu. U de J égale I, J égale U-1 de I, c'est ce qu'on a là. Et de même nature que I, ça, on a déjà étudié les homéomorphismes ouverts, fermés, semi-ouverts. Définit G égale F rond U, qui va de J vers R, et on a F égale G rond U-1. Soit
A appartenant à R bar, vérifions les hypothèses HA. Alors, si G vérifie HB, où B est égal à la limite de U-1A, donc ça appartient à R bar. Attention, on peut avoir A qui appartient à R bar et ça qui appartient à R, mais on peut avoir A qui appartient à R et ça qui appartient à R bar. Hein. Limite de F en A existe appartient à R bar, équivaut à limite de G en B existe appartient à R bar. On a alors limite de F en A égale limite de G en B. Démonstration, U est strictement monotone, hein, et J est de même nature que I, et on a 2 plus, on le sait, théorie sur donc, les homéomorphismes. Limite de U-1A existe égale B, limite de U en B existe égale A. Si A appartient à R, on a un intervalle comme ça, et donc on lui applique U-1, mais attention, hein, transformé par U-1, ça donne B, si U est croissant. Et ça, par contre, ça donne un réel U-1 alpha. De même, si U est décroissant, ça va donner ça. D'accord? Mais peu importe, dans les deux cas, on sera bon. On sera bon même si B est égal à plus l'infini, parce que ou moins l'infini, parce que on aura trouvé si B est égal à l'infini, là forcément ça sera moins l'infini, puisque ça c'est un réel. Et si là ça sera forcément au contraire plus l'infini. Mais ça marche toujours, parce que ça c'est de la forme grand A plus grand A moins l'infini A, hein, au cas où c'est l'infini, et là c'est de la forme A plus l'infini. Donc ça marchera bien. Et puis ça marche évidemment si B est un nombre réel. Donc idem si alpha A est inclus dans I, si A est égal à plus l'infini, et qu'on a ça, l'image par U-1, c'est pareil que là, hein, ça va être ça si U est croissant, d'accord? Et donc B là, il peut très bien être réel. Hein. Bon, s'il est réel, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien de la forme HB. Hein. Et il peut être égal aussi à plus l'infini, ça sera toujours de la forme HB. Hein. Les hypothèses HB, et puis ça c'est si U est décroissante, elles sont toujours vérifiées. Hein. C'est pareil si A égale moins l'infini. HB est toujours vérifié, donc on peut étudier la limite de G en B. Supposons que la limite de F en A soit égale à L, comme la limite de U en B est égale à A, d'après le théorème de composition des limites, on a G égale F en U, qui implique que la limite de G en B existe, est égale à F, hein, enfin la limite de F en la limite de U en B, c'est-à-dire en A, d'accord, et est égale à L. Réciproquement, si limite de G en B existe égale à L', on sait que limite de U-1 en A est égale à B. Théorème de composition des limites et F égale G rond U-1 implique que limite de F égale en A, limite de F en A existe, alors la limite de U-1 en A c'est B, donc la limite de F en A ça va être la limite de G en B, égale L'. Donc on a vu que dans les deux cas, on a bien limite de F en A égale limite de G en B, d'où le résultat.